Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellabert et je suis négociateur professionnel. Mon métier est de former, d'accompagner, d'assister des entreprises ou organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pour parler, le premier podcast de la négociation en France. Notre ambition est simple, vous donner des clés pour mieux négocier pour votre quotidien professionnel et personnel. Vous aimez notre podcast? N'oubliez pas de vous abonner. Toutes les 2 semaines, nous recevons un expert qui abordera une problématique et vous partagera ses astuces pour mieux négocier. Aujourd'hui, dans Pour parler, le podcast de la négociation, j'ai le plaisir d'avoir Nicolas Clément. Salut Nicolas. Salut Julien. Je suis ravi de t'avoir. On a eu des petites difficultés à se joindre sur le podcast, pas en Non, vrai. ça a été facile, ça a juste pris 3 ans, quoi. Ça a juste pris un peu de temps. Écoute, je suis vraiment ravi de t'avoir parce qu'en plus il y a un petit décalage horaire. Tu nous diras un petit peu de là où on organise le podcast, en tout cas pour toi. Avant qu'on puisse rentrer dans le sujet qu'on a défini, on va être transparent, il y a quelques secondes. Donc j'adore ce qu'on va faire parce que on va peut-être faire, je pense, le meilleur des podcasts qu'on a tourné sur tout pour parler, ou peut-être le moins bon. On va voir. En tout cas, c'est complètement imprévu sur notre échange. Ça va être passionnant parce que tu es passionnant. Mais avant qu'on rentre en détail là-dessus, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Alors, bah déjà, moi, je m'engage à faire avec toi le meilleur podcast que j'ai fait sur Pour parler. Ah ben, c'est parfait, ça me va. Un sur un. Voilà, Nicolas Clément, quelques décennies d'expérience, 16 ans d'Asie, Mhm. un double background en négociation entre école de commerce et Jim Camp, qui a été mon coach en négociation pendant 5 ans, Mhm. qui est ensuite malheureusement décédé, mais qui m'a profondément marqué. J'ai également 2 professeurs qui m'ont profondément marqué. C'est Florence et Hervé Lelousse, qui étaient mes professeurs de négociation à l'ESSEC. Mhm. Florence était une des pionnières de la communication affirmative et de l'école de Palo Alto en Ok. France. Et Hervé était un normalien avec un MBA Wharton with Honors et un PhD en finance de Stanford. Ok. Et ils ont Tout ce donné qui à ne tous conduit pas leurs à la élèves la négo, en fait, passion en de la théorie. négociation. C'est ça. Pardon? C'est tout ce qui ne conduit pas à la négociation en théorie. Mais voilà, ce sont des professeurs contrarian comme j'aime. Et donc, en tout cas, ils ont affirmé leur destin avec un certain succès que je Mhm. ne vais pas décrire ici parce qu'ils sont des personnes discrètes. Ok. Donc ça, c'était. Voilà. Ensuite, donc j'ai sur mon expérience négo, euh, 5 ans de marché financier, marché obligataire, une quinzaine d'années de marché immobilier d'entreprise. Mhm. Euh, et puis dans la foulée, immobilier, facility management, project management immobilier en Chine. Et puis j'ai créé NegoAsia, qui est le partenaire Asie de Halifax Consulting que je représente et Mhm. dont je dirige la negotiation practice. Des gens très bien, Mhm. des gentlemen et des gens qui savent négocier. Cool. Voilà, donc j'ai créé NegoAsia en 2017 et j'ai quitté la Chine pour la Thaïlande l'année dernière. Et voilà, j'habite ici en Thaïlande avec mon épouse et nos 2 enfants, Garance, bientôt 14 ans, et Clovis, 11 ans. Très clair. Je reviens juste sur le tout début, tu as évoqué Jim Camp, qui parlera peut-être pas forcément à la majorité de nos auditeurs, qui est un peu plus mainstream depuis 2017, grâce à un certain Chris Voss. Mais est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Jim Camp? Moi, je trouve que son travail est juste passionnant. Donc, on s'était retrouvé là-dessus la première fois qu'on s'était rencontrés, il y a 4 ans, 5 ans, je sais plus. Je crains que Euh, ce ne soit plus vieux que ça, Plus Julien. vieux que ça, ouais, 5 ans, ouais. T'avais pas de cheveux blancs à l'époque. Ouais, c'est c'est vrai, c'est possible. Et moi déjà un petit peu.
Jim Camp, donc Jim Camp, ancien coach de football américain, ancien pilote de l'US Air Force pendant la guerre du Vietnam, Mhm. ancien pilote de ligne, et qui a créé un système de négociation dont le principe de base est que seule la capacité de dire non à ce qu'on ne peut pas accepter et invitation de l'autre à dire non à ce que lui ou elle ne peut pas accepter permettent de bâtir des accords solides. Très clair. Je l'avais d'abord contacté en 2002, j'étais encore en France et puis on n'avait pas réussi à faire quoi que ce soit ensemble. Il t'a Et dit non? puis en 2008, donc j'étais en Chine, c'était juste pendant la crise des subprimes. Et là, j'avais 6 très belles opérations en cours, donc j'étais sûr d'en faire une ou deux. Elles ont toutes capoté. Et donc je me suis dit, bon, bah là, il faut faire quelque chose. Et j'ai appelé Jim. Ok. Et de manière laconique, Et il t'a pas répondu non, cette fois. alors, de manière laconique, il m'a posé 2 questions Ah, qui m'ont bien embarrassé. La première, c'est quel est ton plus gros challenge en négociation? Et la deuxième, c'est comment tu prépares tes négociations? ok. Donc ces 2 questions ont été suivies d'un blanc d'à peu près 2 minutes, à la suite duquel je me suis engagé auprès de lui pour 3 mois. Ok. Et les 3 mois se sont transformés en 5 ans. Génial. Génial. Voilà. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce que me demandait de faire Jim dans les négociations était à peu près le contraire de ce que je faisais depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire d'essayer de plaire absolument à mes interlocuteurs pour faire progresser la négociation. Donc je sais que toi, tu es un peut-être pas un inconditionnel, mais en tout cas un connaisseur de Robert Cialdini. Oui. Donc, j'étais plus sur la sympathie. Et Jim a dit, grosso modo, disait, laisse tomber la sympathie, mets-toi sur l'autorité. Si je parle en langage Hmm. Cialdini, lui ne parlait pas comme ça. Et surtout, prépare-toi à dire non à peu près tout. Ouais, quand Ou à tu dis entendre autorité, non c'est à dire peu près tout. autorité. Quand tu dis autorité, Pardon? c'est dire, quand tu parles d'autorité, c'est arrête d'être agréable et ne sois pas dans, ne quémande pas l'amour de l'autre ou ne sois pas neediness. C'était une expression de Jim Camp, euh, si j'ai bien lu son livre. Mais positionne-toi en tiers d'autorité, c'est ça, hein? Voilà, autorité, c'est-à-dire pourvoir de la légitimité de ce que tu proposes, pouvoir de la légitimité de ce que tu demandes, et ça Mhm. c'est un des grands principes de Jim Camp, c'est-à-dire que, bon, comme tu le sais, Fisher et Ury en 83 ont écrit Getting to Yes, Mhm. un livre dont les principes sont nobles, Mhm. qui n'a qu'un seul défaut, c'est que il a été tout de suite analysé d'abord par des acheteurs professionnels et ensuite par, on va dire, tous les négociateurs professionnels des fortunes 100, 200, 300 pour manipuler les négociateurs qui voulaient faire du win-win. Ouais. Et à cause de ça, euh, on va dire les loups déguisés en agneaux réussissaient à attirer de plus en plus, on va dire les romantiques de la négociation sur des terrains où ils allaient se faire manger tout cru. Mhm. Moi, je trouve que le travail, c'est pas le sujet du podcast, mais c'est vrai que Yuri Fisher, euh, ont réussi. Leurs principes, ils sont plus qu'intéressants, mais ils sont pas suffisants à eux-mêmes pour moi. Mais ça reste une très très bonne base dans la négociation, mais mal exploité, ou mal compris, ou mal positionné, c'est fourbe. C'est fourbe dans ce rapport qu'on va aller chercher à l'autre, et le compromis est l'échappatoire le plus simple où on cherche à être aimé par l'autre et on va donner quelque chose qui nous coûte. Et d'où le Alors fait que voilà, moi d'ailleurs, le compromis, j'appelle ça dans mon TED Talk, dans mon TEDx, j'appelle ça la carte de crédit de la négociation. ouais,
Alors, super, Donc, très intéressant. On va y aller parce que j'ai beaucoup aimé cette métaphore. Mais donc, pour les gens qui veulent regarder le travail de Jim Camp, son livre, c'est Start with No. Le deuxième ouvrage, j'ai pas trop vu la différence avec le premier. Euh, No, the alors only. le deuxième ouvrage, c'est No, the Only Negotiating System You Need C'est ça. for Work and Life. Euh, Personnellement, j'ai dû le lire une vingtaine de fois, alors que je n'ai lu Start with No que 2 ou 3 fois. Ah, d'accord. Ah, moi, c'est l'inverse. Il est Bah, différent. C'est bien d'avoir lu Start with No en premier, et c'est bien de se faire son idée. hmm. Et c'est bien de Ouais, refuser le contenu du premier comme de refuser le contenu du deuxième ouais, si on préfère un autre système de négociation. Ce que je complètement. dis très souvent, c'est que moi j'ai embrassé ce système de négociation comme j'ai embrassé le système de négociation de Florence et Hervé Lelousse. Hmm. Je n'en fais pas une loi générale pour 100% des négociateurs du monde. Bien sûr. Je n'oublie jamais qu'il y a à peu près 7 milliards de personnes sur la Terre et que même s'il y en a 5000 qui réussissent dans un système de négociation, il y en a peut-être pas 7 milliards qui réussissent dans un autre, mais il y en a au moins 1 milliard qui vivent très bien sans un système de négociation sorti d'un auteur, d'un autre, d'une école ou d'un autre. Donc, ce Hmm. que je dis, c'est que ça, ce sont mes convictions, et j'ai la joie profonde d'avoir acquis des convictions en matière de négociation, de transmettre ma passion et de laisser la liberté aux gens à qui je transmets ma passion de dire oui, c'est génial ou non, c'est complètement nul. Hmm. Mais Euh, pas somewhere in between, hein, pas quelque chose entre les deux. Il faut pas, choisir, pas de maybe. pas de maybe. Bon, top. Et c'est vrai que le travail de Jim Camp a été un peu plus popularisé, vulgarisé même, voire pire, avec Never Split the Difference de Chris Voss. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, son travail est un peu plus mis en avant. Voilà, alors, euh, on va revenir sur le compromis, donc si tu veux bien. Donc, ce que j'avais dit, et ça vient beaucoup du travail de Jim, c'est que le compromis, pourquoi j'appelle ça la carte de crédit de la négociation? Donc je cite dans mon TEDx Ralph Waldo Emerson, Mhm. beaucoup plus facile à prononcer quand on parle français que quand on parle anglais, euh, qui dit What will you have? Pay for it and take it. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il faut payer le prix de la sueur pour faire un deal qui va fonctionner, qui va être appliqué dans la durée, soit par nous, soit par d'autres. Il faut payer le prix. On ne peut pas laisser aux autres la responsabilité de payer un mauvais deal qu'on a fait pour avoir le credit card slip, c'est-à-dire la petite affichette avec écrit bravo, t'as fait un deal win-win. La photo, ça y est, on s'aime, on va gagner. Et donc, pourquoi j'appelle ça la carte de crédit de la négociation? Ben, on achète le deal. Alors, en anglais, on dit, j'ai des gens qui me disent, I build the relationship. Je dis, non, non, you buy the relationship. Ça sonne Mhm. presque pareil. Donc, les gens disent, je construis la relation. Je dis, non, tu achètes la relation. Et en fait, ils achètent le deal à coup de discount, à coup de compromis. Parce qu'ils n'ont pas réussi à apporter à l'autre la valeur long terme que l'autre était en droit d'attendre du deal. Et donc, en achetant ce deal à crédit, ils vont payer avec intérêt les conséquences de tous les problèmes qui n'ont pas été réglés en amont. C'est Et donc, no deal is better than a bad deal. oui, vaut mieux pas d'accord qu'un mauvais accord, clairement. Mais c'est intéressant ce que tu dis, mais je le partage plus qu'à 100%. Et nos échanges sont toujours très, très riches Ah, tu me là-dessus. diras comment tu fais, parce que moi, je peux partager à 100%, mais rarement plus. Question de stats. Non, non, mais c'est que, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a forcément un prix à payer. Ce prix, soit tu le payes upfront en amont,
avec de la sueur, avec de la difficulté, et après tu as un accord qui te convient pleinement. Soit tu te dis upfront, je paye à crédit, donc ça me coûte moins cher, je fais des concessions sans contrepartie, je fais des compromis, en tout cas je fais en sorte de m'acheter cette relation à l'autre ou d'acheter la relation à l'autre, mais forcément derrière, le deal, il va me coûter dans la durée. C'est ça? Alors, il va me coûter dans la durée, il peut même me coûter tout de suite, donc c'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Hmm. Dis-moi. Euh, Parce que donc Jim disait souvent, la négociation la plus dangereuse, c'est celle dans laquelle vous ne savez pas que vous étiez. T'es sûr que c'est de Jim? Je l'ai lu ailleurs. En copyright trademark. I'm not at the liberty to comment. Donc pour les auditeurs, on se fait des private jokes avec Julien, mais on n'a pas le droit de les expliciter. Donc, il y a pas très longtemps, là où j'habite à Bangkok, l'eau ne coûte pas très cher. Les factures d'eau sont très peu élevées, donc on parle de, je sais pas, une quinzaine d'euros par mois. Mhm. Et il y a 2 mois, je reçois une facture de 400 euros. Ah. Donc c'est écrit en thaïlandais. Je me dis bon, ça doit être l'abonnement annuel. Ça fait que 6 mois qu'on est là. On est arrivé en cours d'année. Bon, évidemment, c'était en mars l'abonnement annuel. Pourquoi mars? Ah oui, pourquoi mars? Si, parce que le nouvel an est en mars en D'accord. Thaïlande. Donc je me suis dit c'est normal. Et donc j'ai simplement envoyé un message à entre guillemets la représentante du propriétaire, puisque j'avais vu cette somme très élevée. Je lui dis mais combien je dois payer? Et elle me dit bah tu dois payer 400 euros. Je dis bon ok, bah je paye. Et puis je me pose pas de questions. En fait, ce que Ok. j'aurais dû faire, c'est déjà valider la légitimité de mon interlocutrice, ce que j'ai pas fait. Donc Mhm. j'ai fait un premier compromis, non pas avec elle, mais avec moi-même, avec mes convictions. C'est-à-dire je Pour n'ai t'acheter pas la possession. préparé cette négo dans laquelle je ne savais pas que j'étais. Et donc un mois plus tard, je reçois une facture d'eau de 500 euros au lieu Hmm. de 20. Et donc là, je contacte le propriétaire et je lui dis, bon, bah, je vous ai prévenu il y a déjà un mois, vous n'avez rien fait. Bon, je veux que vous vérifiez le water tank de la propriété. Et il m'a dit, mais personne m'a prévenu. J'ai dit, si, voilà le nom de la personne de chez toi que j'ai prévenu. Il me dit, bon, je vais faire mon enquête, ce qui sonne pas très bien déjà. Et donc, la personne en question ne représentait pas le propriétaire, mais représentait un agent qui est une filiale de la société de management de la résidence dans laquelle j'habite. Hmm. Donc, comme j'ai rien vérifié et c'est entièrement de ma faute, bah, j'ai pas prévenu, je suis à la faute, donc je paye. Donc, carte de crédit de la négociation, là, c'était compromis avec mes convictions, 900 euros. Ouais, c'est intéressant. C'est qu'il y a Oui, ce qui forcément est un... intéressant, c'est que ça représente à peu près 100 mois de consommation d'eau. Ouais, Donc voilà, on paye pour le coup, cash les négociations dans lesquelles on ne savait pas qu'on était. c'est le fait d'avoir une piscine olympique dans ton jardin. Alors justement, ce qui m'a alerté, c'est que je n'ai pas de piscine. Ah, mince. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Et alors, donc, non, mais ce qui est très important, c'est il faut être à l'écoute de la situation. Est-ce que je suis dans une négo? Est-ce que je suis dans une conversation pour décider où on va dîner ce soir? Décider où on va dîner ce soir, contrairement à ce que dit un des grands gourous de la négociation, ce n'est pas une négociation. C'est une conversation entre amis pour savoir où on va dîner. D'accord, ok. Et c'est très important de faire la différence, euh, car sinon on risque de perdre beaucoup d'amis. Oui, parce que, ok. Et alors, c'est intéressant parce que, et je pense qu'on se rejoindra là-dessus, mais pour donner ta vision, c'est quoi la définition d'un processus de négo pour toi? C'est quoi négocier? Alors, avec le bémol que je viens de dire,
Déjà, quand je fais des ateliers de négociation, je demande aux gens de donner leur définition de la négociation. Donc, je leur demande d'écrire d'abord et ensuite de donner leur définition. Bah, il est rare qu'il y ait deux personnes qui aient la même définition. Hmm. Ma définition, c'est un effort mutuel entre deux ou plusieurs parties pour parvenir à un accord avec le droit pour chaque partie de dire non. Très clair. On est bon. Avec The Right to Ensuite, Veto. the right to veto. Ensuite, dès qu'on nous demande de prendre une décision ou dès qu'on demande à quelqu'un de prendre une décision, on est dans une négociation. Ok, alors d'où la question Avec aussi. le bémol de la conversation entre amis pour choisir le resto. Ouais, c'est ça, moi, ma question c'est quelle est la différence? Parce que moi, si je dois définir, si avec mes amis, euh, on négocie sur le choix du restaurant, on a la capacité chacun de dire non. Et ça reste une Alors, négociation. Ça peut être très amical. alors, comme je sais que tu connais bien les arts martiaux, Mhm, tu as déjà travaillé avec des débutants. mhm, Bon, si tu es comme moi, alors je pratique les arts martiaux depuis l'âge de 6 ans, après un accident de voiture que j'ai eu quand j'avais 5 ans, où j'ai eu 2 fractures du crâne et les 2 jambes cassées. mhm. Et donc, quelques mois plus tard, mes parents m'ont mis au judo pour remobiliser le corps, etc. Et donc voilà. Donc, quand je pratique avec des débutants, je switch off un certain degré technique ou un certain degré de combativité ou un certain degré Oui, de en, martialitude. en sparring, tu t'adaptes au niveau qui est le plus faible, entre guillemets. Et si lui veut augmenter, ça lui appartient. Voilà. Alors, attention, le niveau qui est le plus faible, ça peut être le mien aussi, hein. Ouais, complètement, complètement. Mais auquel cas, j'allume tout, hein. Mais Donc voilà, non, c'est ça, hein, si tu veux. c'est intéressant parce que ça nous amène à un autre sujet. Alors, je pense, on n'avait pas parlé encore, mais que tu me rejoindras là-dessus. Bon, si tu me rejoins pas, ça t'appartient. C'est qu'en fait, on négocie pas avec ses enfants. C'est-à-dire, je te donne un exemple, et tu vois, il y a des gens qui vont dire, tu peux négocier. Il y a un TEDx, on nommera pas, où l'exemple qui est illustré, c'est je traverse la rue avec mon enfant. Et rentre une négociation où on va mettre en place de la curiosité, de la créativité, tout ce truc-là. Ok pour la curiosité, ok pour la créativité, mais c'est pas un processus de négociation, parce que moi, en tant que parent, mon fils a 5 ans. Le parallèle est vite fait. Moi, en tant que parent, j'ai pas la capacité de dire non à mon fils. Il n'a pas le choix que de traverser en étant en sécurité. Après, le comment on y va, ça c'est négociable. Mais on n'a pas la capacité de me dire non. Enfin, moi, j'ai pas la capacité de lui dire non. Et pour moi, tu ne négocies pas avec tes enfants, tu les éduques. Il y a des sujets qui peuvent être négociables, mais de manière générale, c'est compliqué, jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Négocier avec son enfant, ça serait de dire, c'est l'exemple que je donne en formation, c'est tu vas te coucher à 8h30, mon fils. Il me dit non, non, je veux pas, je veux une dernière histoire. Concession contrepartie, tu lui dis une histoire de plus. Mon cœur, tu vas te coucher. Il te dit, bah, il est 8h40. Il dit, je veux toujours pas. Bah, t'escalades à la règle. Enfin, mon cœur, à quelle heure on se couche dans la semaine? 8h30, papa. Il est quelle heure? 8h40. Bon, tu vas te coucher. Il te dit non. Il te reste quoi? Bah, le pénal. Donc, un processus de négociation, ça serait d'ouvrir la porte du salon et dire, bah, vu que tu veux pas te coucher, et tu as le droit, bah, va dormir dehors, ce que je n'ai pas la capacité de faire. Donc, c'est pas de la négo, pour moi. C'est un simulacre de négo. Et c'est vraiment important, parce que si on n'a pas la capacité de dire non, on ne négocie pas. Le jour où tu as un client, enfin, tu as ton patron qui te dit Nicolas, tu négocies avec ce client, mais tu n'as pas le droit de le perdre, donc tu fais ce que tu veux, mais tu n'as pas le droit de le perdre, bah, c'est pas de la négo. C'est un Jamais, simulacre. jamais mon patron ne me dirait une chose pareille parce que c'est Oui, moi. parce que t'as pas de patron. On a le même problème. Mais tu vois ce que je veux dire? Si on n'a pas la capacité de dire non, c'est pas de la négo. Et faire traverser la route à son enfant, c'est pas de la négo. Négocier avec ses enfants, c'est pas de la négo pour moi. Comment tu vois ça? Alors, euh, je vais parler du théorème d'Arrow. Ok. Donc Arrow, prix Nobel, je sais plus si c'est de mathématiques ou d'économie, je pense en 72. Il n'y a pas de décision de groupe optimale, c'est-à-dire que tu ne peux pas agréger
des préférences individuelles en une préférence collective sans en respectant au passage tous les axiomes de la logique. D'accord. Donc, dans les fonctions d'agrégation des préférences individuelles en une préférence collective, il y en a plusieurs. Celle dont tu me parles, c'est la dictature. Enfin, dans le langage du théorème d'Arrow, c'est la dictature. C'est-à-dire Ok. que tu imposes le choix à l'autre. Mhm. Mais, Ok. mais dans le cas de traverser la rue, contrairement à ce que certains outre-Atlantique voudraient laisser croire, c'est pas une négociation. L'autre Ouais, n'a pas le d'accord. droit de dire non, et toi non plus. Mhm. Ouais. Toi non plus, parce que tu n'as aucune tolérance au risque non plus. On est d'accord. Ouais. Et il y a la loi. Entre autres. Ouais, non, mais c'est. Donc on n'évolue pas dans un vide social, c'est la première chose. Après, il y a le vote, Mhm. processus d'agrégation des préférences individuelles en préférences collectives. Le vote. Le problème, c'est qu'un vote peut être manipulé. Mhm. Je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, mais par exemple, si tu dois voter 3 motions différentes, euh, toujours Cialdini, un primacy effect, Mhm. availability effect, recency bias, ce que tu veux, selon que tu mets A en premier, B en premier ou C en premier, ça peut influencer un vote. Ouais. Sans parler de la manipulation de la circularité qui peut être assez marrante. Euh, mais le vote a son intérêt dans certains types de situations. Troisième possibilité, la négociation. Donc la négociation, en fait, tu cherches à changer soit les préférences individuelles de certains, Mhm. donc en utilisant les techniques d'influence, le questionnement, en Mhm. les amenant à comprendre, à voir la même chose que ce que tu vois, pour ensuite me décider si oui ou non ils vont changer. Donc Mhm. ils ont la liberté. Tu peux aussi changer leur perception de l'environnement en leur Mhm. apportant des informations qu'ils n'avaient pas. Et donc en modifiant, j'entre un peu dans la technique, mais dans Au contraire. leur probabilité subjective d'occurrence d'événements heureux ou malheureux en fonction des décisions qui vont être prises, tu Top. peux changer ou tu peux les aider à décider de changer leur position. Mhm. Voilà. Donc, effectivement, parents-enfants, euh, sur des sujets, on va dire, sans enjeu vital, tu peux jouer à négocier. Et moi, je le fais pour leur apprendre à négocier, Mhm. mais pas pour traverser la rue. Oui, d'accord. Et comme je vais dire mes deux maîtres à penser, donc Jim d'un côté, Florence et Hervé, que je considère comme un maître à penser de l'autre, Mhm. aimaient bien la brièveté dans le propos. Pour moi, quand on traverse la rue, c'est main. Mhm. Voilà, ils comprennent tout de suite, hein. Donc ils me Ouais, donnent la main et on traverse. très clair. Mais c'était important d'avoir cette subtilité sur la négo et mieux comprendre ce que tu faisais en différence entre discuter, négocier, de ça. T'as évoqué la notion de win-win comme quelque chose de pas très heureux en termes de conséquences de négo il y a 10 minutes, je l'ai noté. Euh, c'est quelque chose effectivement qu'on retrouve dans beaucoup de livres de négociation, notamment dans le programme d'Harvard. On en a des définitions souvent différentes. Yuri Fisher parle de gagnant-gagnant. On a Robert Axelrod qui, avant Yuri Fisher, parle de donnant-donnant, dans notamment son interprétation Oui, non, de non. Et Axelrod ne parle pas de donnant-donnant. Ce sont les Français qui parlent de donnant-donnant. Axelrod, il parle de tit for tat, With Forgiveness. but Euh, without forgetfulness. euh, et c'est séduisant intellectuellement, le win-win, piège dans son rapport à l'autre. Comment est-ce que tu vois ce concept de win-win, chimère, euh, rêve, utopie? C'est quoi le win-win pour toi? Déjà, je vois le problème du langage. Ok. J'ai la chance d'être
praticien certifié en PNL, programmation neurolinguistique. Grinder Bandler. Et le poids des mots, ce n'est pas un mythe. On est d'accord. Donc, quand tu dis gagnant-gagnant, je considère qu'il est impossible de s'affranchir de tous les poncifs qu'on a entendus ces 30 ou 40 dernières années sur le gagnant-gagnant. Mhm. Et donc, quand on entend gagnant-gagnant ou quand on pense gagnant-gagnant, on n'est pas dans la dénotation du terme qui, elle, je le disais, est noble et vertueuse. On est dans la connotation, donc on a tout un univers de j'ai pas le droit de demander ce que je demande, si je leur donne pas ce qu'ils veulent, c'est pas bien. Et il y a une confusion entre la négociation et la médiation. Alors je sais que Ah, ok, j'ai ça choqué m'intéresse. quelqu'un, un intervenant de la négociation, j'ai oublié son nom, Ah, c'est quand marrant. j'ai dit la négociation n'est pas la médiation, puisque dans la médiation, on a quelqu'un qui est payé pour trouver un accord juste et parfait, mais selon les critères de qui à voir. Alors Ouais. que dans la négociation, le Ah, non, mais, négociateur enfin, a le juste pour... devoir de défendre son camp. Ouais, Et alors juste pour chaque revenir sur... négociateur a le devoir de défendre son camp. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'oublions jamais ce droit de dire non. Et ce droit de dire non, il préexiste à Jim Camp puisque c'était l'essence de la communication affirmative, l'assertiveness training, qui a été inventé pour les timides maladifs, Mhm. pour leur apprendre à persister devant la résistance possible quand ils avaient besoin d'obtenir des résultats concrets. Ok. Donc, Mais dans alors la juste... négociation, si on parle de gagnant-gagnant, bah, finalement, on pense à win-win, mais on pense surtout à oui-oui. Et ça, c'est un D'accord. peu embêtant. Parce que Mais... un oui peut être un oui réflexe. Bien Et sûr. donc, un oui réflexe, c'est le compromis, c'est la carte de crédit de la négociation. Le Ah. non est toujours vrai. Je parle Mhm. pas du bluff. Je parle du négociateur solide et de bonne foi. Mhm. Le Mais... non va toujours être vrai. Après, s'il y a des gens qui veulent bluffer, ça les regarde. Dans le système que je pratique, le bluff se retourne toujours contre celui qui bluffe. Mhm. Et donc, il n'y a pas de Intéressant. bluff Juste dans pour mon revenir sur la système. définition de... Ça m'intéresse qu'on creuse là-dessus et après on ira sur ce que tu viens de dire. Un médiateur, pour rappeler pour les gens qui nous écoutent, c'est un système de décision avec plusieurs personnes. Le médiateur est neutre, impartial et indépendant en théorie. Donc ça, il n'a pas Voilà, d'obligation trois de choses moyens. impossibles. Oui, oui, parce que généralement, en plus, il est payé par un parti ou... enfin, il y a forcément quelqu'un qui le paye. Tu veux dire Et par non, une partie, hein, tu veux pas dire oui, un parti oui. politique. Non, non, par une des parties prenantes qui s'assoit à la table. Généralement, c'est le cas. Euh, le négociateur, lui, il représente une des deux parties de la négociation, et lui, par contre, il n'a pas, enfin, il a pas Et d'obligation c'est monétaire, là, mais et c'est là que le gagnant-gagnant de la négociation rationnelle, mhm. créé, on va dire à Harvard, c'est pas tout à fait vrai, mais bon, on va dire brandé Harvard TM Copyright Registered. Le problème de ça, c'est que la négociation rationnelle, c'est si tu gagnes $1 de plus que ce que tu aurais gagné euh, tout seul, moins ton coût de la négo, bah tu dois prendre le deal. Moi, je te Oui. garantis que celui qui revient avec celui qui est CEO d'une boîte familiale, d'un CAC 40 ou d'un magasin c'est peut-être un peu différent, mais il revient avec 1 euro de plus que ce qu'il aurait eu s'il n'avait pas fait le deal, euh, alors qu'il est payé 200 000, 300 000 dollars, il est viré tout de suite. Oui, je comprends ce que tu veux dire rationnellement, dès qu'on
on arrive à créer plus de richesse dans le processus de négociation, ça devrait être, mais c'est sur une temporalité courte, ça devrait être un accord. Or, nous, on est sur des temporalités qui sont beaucoup plus longues. Et le but de la négo, c'est pas d'avoir un accord, enfin, pas dans ma perception, pas dans mon travail, c'est d'obtenir le maximum de la situation tout en respectant l'autre. Tu vois, et le but, c'est d'aller chercher ce maximum. Et tout en respectant l'autre, parce que je me dis que t'es pas responsable qu'il soit heureux. T'es capable de le respecter, mais que si lui, il est pas heureux à la fin, il a la liberté de te dire non, quoi. Voilà, ça c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans les relations parents-enfants, c'est-à-dire que des enfants se sentent responsables du bonheur des parents et ça crée ça peut créer des problèmes relativement plus graves que 1 euro de plus ou 1 euro de moins. Hmm, je comprends. Donc, on n'est pas responsable du bonheur de l'autre. En revanche, je te dis un truc très vrai, le respect, la valeur long terme. Et je sais que tu partages ce point de vue puisque tu l'avais évoqué dans des mots un petit peu différents. Mais Hervé Lelouze disait, on ne grandit qu'en faisant grandir l'autre. Ben, Ouais, dans la négo, c'est pareil. ouais, On co-construit, on n'est pas dans le give and take de Carras. On n'est ouais. pas dans le tit for tat. Carafe. Donc tout ce qui est Axelrod, etc., c'est une image de la négo, de la guerre froide. Oui, Et, 70. et j'aurais même tendance à dire, est-ce que c'est la guerre froide qui a provoqué cette image de la négo, ou est-ce que c'est cette image de la négo qui a provoqué la guerre froide? Ah, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. Carras, j'ai regardé les ouvrages, je les ai à la maison, je les ai lus. Bon, par contre, il a cette phrase qui est magique, hein, pour le coup, que beaucoup utilisent, mais dans la vie, on n'obtient pas ce que l'on mérite, on obtient ce que l'on négocie. Bon, rendons à César au moins cette phrase, elle est de Carras. Euh, Est-ce que tu aurais, toi, dans ton quotidien, trois réflexes négo, trois astuces que tu partages en formation? Tu te dis, bon, ça, c'est les deux ou trois idées qu'il faut jamais, jamais, jamais oublier dès que je suis en négo. Alors, no clarifies everything. Non clarifie tout. Ok, c'est-à-dire. Quand tu dis non, que tu entends non, ça clarifie tout. Je ne veux pas l'expliciter parce que c'est comme donner l'explication d'un tour de cartes. Je sais que tu es expert dans la matière. Euh, Le mais nom, en il est tout très cas, vrai. non clarifie tout. Ouais, Je n'ai vu aucune exception depuis que j'ai eu cette épiphanie. Aucune ok. exception. C'est vrai Donc que ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est un aphorisme de Lin Yutang, qui était secrétaire des affaires culturelles de l'UNESCO dans les années 30 ok, et qui a écrit le livre L'importance de vivre. ok, Et dans ce livre, il commence par une citation dont j'ai oublié l'auteur, donc j'attribue ça à Lin Yutang. Seuls ceux qui considèrent avec légèreté ce que les gens prennent au sérieux peuvent prendre au sérieux ce que les gens considèrent avec légèreté. ok. Là, je veux bien expliciter. Je t'écoute. Ce n'est que si tu as une préparation d'acier que tu pourras être à l'écoute, Mhm. flexible s'il le faut, dur s'il le faut, dans une négociation. On insulte les gens par notre impréparation et l'impréparation nous empêche d'être à l'écoute parce que tout ce qu'on écoute quand on est mal préparé, c'est ah zut j'ai oublié ça, ah zut j'ai oublié ça, ah mais on prépare, on prépare ses répliques, on prépare ses réponses, ce qui n'a rien à voir avec la négociation, ça c'est du débat. Donc seuls ceux qui considèrent avec légèreté ce que les gens prennent au sérieux, donc seuls ceux qui ont vraiment envie d'être à l'écoute avec légèreté dans la négo, savent qu'il faut se préparer avec le plus grand sérieux. Mhm. Et seuls ceux
qui pensent pouvoir impressionner les autres dans la négo en se prenant au sérieux au lieu de prendre l'autre au sérieux, bah ceux-là généralement ne préparent pas bien, voire pas du tout. Hmm. Très clair, très puissant. Troisième idée. Troisième idée, alors ça vient pas de moi, ça vient d'Alan Weiss. Ok. You can always make another dollar, you can never make another minute. Hmm. Tu peux le traduire pour nos amis francophones? Bah, tu peux toujours gagner 1 euro de plus. T'as vu traduction intégrale, hein. Tu Ah, peux toujours gagner un que euro de le début. plus. Tu ne peux jamais gagner ou créer une minute qui Ouais, s'est déjà rattraper. écoulée. Tu ne peux jamais rattraper. C'est pour ça que je disais en anglais, parce que Hmm. make another dollar, make another minute. Et ça, c'est très important parce que tu dois décider combien tu es prêt à investir en temps, énergie, argent et émotion dans la négo. J'ai déjà entendu ça quelque part. Temps, énergie, argent, motivation. Je sais plus où c'était. Un très très bon passage de Jim là-dessus. Ouais. Oui. Ouais. Et donc, et ça, il faut le définir à l'avance et ne jamais faire de compromis avec ce que tu as préparé et avec tes convictions. C'est-à-dire, question enfin, très égoïste. Quand tu prépares tes négos, tu prépares aussi sur ces quatre axes la limite de temps, d'argent, d'énergie et d'émotion que tu es capable de mettre? Ou que tu... Pas nécessairement, mais c'est à l'esprit tout le temps, en tout cas. Bien sûr. Ouais, complètement. On fait pas un budget temps, Ah oui. mais tu vois, cette histoire de consommation d'eau, dès qu'on est rentré dans cette négo, moi, je me suis donné un budget de 3 emails, 2 coups de fil, et après, je passais à autre chose, si tu veux. Hmm. C'est c'est vraiment intéressant. Comment tu vois l'évolution de la négo peut-être avec l'intelligence artificielle? Parce que ça... Ouais, comment tu vois ça? Est-ce qu'il Alors, y a des bah, choses l'intelligence que les négos maîtrisent? artificielle, elle me fait penser à aujourd'hui, hein, Hmm. dans l'état actuel des choses, à la sagesse conventionnelle en égo. Ouais, C'est-à-dire que ChatGPT ne fait que collationner les millions et millions d'informations qu'il va trouver sur la négo sur Internet, et ben donc il va tomber sur tous les poncifs que, hmm. qui, qui- qui vont aboutir à des négociations sous-optimales pour ne pas employer un mot de 3 lettres qui veut dire la même chose. Hmm. Ouais, c'est... Ok, intéressant. Et c'est... Donc, pour l'instant, bon, moi j'ai regardé hein, ChatGPT, la négo. Pour l'instant, c'est encore comme ça, et pour l'instant, c'est encore des êtres humains qui négocient avec des êtres humains. Et, Bien et sûr. ça, je le dis également tout le temps, ce ne sont pas des sociétés qui négocient avec des sociétés, c'est toujours une personne qui négocie avec une autre. Bien sûr, il y a une dimension émotionnelle qui est très forte. Quelle est la plus grosse différence que tu fais entre la négociation, le mindset en Europe, et encore en Europe, on pourrait sous-découper avec France, Allemagne, Angleterre ou des pays latins, où il y a des méthodes de négociation qui sont différentes, et l'Asie, pour lequel, enfin, toi, tu as évolué énormément en Chine. Euh, Quand tu es arrivé là-bas, c'était quoi la plus grosse différence qui t'a sauté aux yeux? Alors, la plus grosse différence qui m'a sauté aux yeux quand je suis arrivé là-bas, le choc culturel, ce n'était pas le choc culturel entre la France et la Chine, c'était le choc culturel entre la Chine qu'on m'avait enseignée et la Chine telle qu'elle était. Hmm, Donc il y a des auteurs très romantiques sur la Chine, comme il y a des auteurs romantiques sur la négo, hein. hmm. Bah, il ferait mieux de tester leurs croyances Ouais. au quotidien là-bas. Donc c'est surtout ça. Alors maintenant, plus généralement,
Bon, la Chine est extrêmement complexe. Hein. T'as les Pékinois, ne négocient pas comme les Shanghaïens, qui ne négocient pas comme les Cantonais, et d'ailleurs, ils ne négocient même pas dans la même langue. Donc déjà, tu as une complexité qui vient du langage, de l'historique local, qui est indissociable de la géographie. Mais si je devais dire quelque chose pour la négociation en Asie, Mhm. c'est l'importance du non-dit. Et donc l'art du questionnement qui nous est cher, toi et moi et bien d'autres, est d'autant plus important là-bas que il faut repérer les non-dits, ce qui est très difficile puisqu'on les voit pas et on les entend pas, C'est le concept. et les faire parler en posant des questions. Mhm. Donc, et ça me plaît parce que on n'est pas dans le débat, on est dans la négo. Donc poser des questions, questions indirectes, questions ouvertes, questions fermées, en fait, ça dépend du moment, ça dépend du rôle de la question. Est-ce qu'on veut confirmer quelque chose qu'on sait déjà, donc question fermée? Mhm. Est-ce qu'on veut ouvrir sur quelque chose, donc par association d'idées, bah, les questions ouvertes ouvrent. Est-ce qu'on veut closer les questions fermées ferment? Mais après, ça devient beaucoup plus complexe que ça. C'est comme sur un piano. Tu as des touches blanches, tu as des touches noires, et tu peux jouer un concerto pour piano comme tu peux jouer du Michel Berger. Mhm. Ah, c'est très clair. Top. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je me garderais bien d'enfermer la négociation dans un modèle mécaniste où à chaque situation, il faut dire ça parce que. Oui, bien sûr, ça fait pas sens. Alors d'ailleurs, je te pose la question différemment. Quel est le plus petit dénominateur commun que tu as retrouvé en Europe, France et en Asie qui fonctionne? Le plus petit dénominateur commun. Tu dis ça, bah en fait, Le c'est vrai. respect. Ouais. Et c'est le plus grand dénominateur commun. Ah ouais. Le respect. C'est. Tout le monde euh, aime être respecté. Je parle du respect authentique. Oui, oui. Donc, tu vas avoir des façons différentes de l'exprimer, mais à partir du moment où tu respectes la personne et où elle sait que tu la respectes, je parle Hmm. bien d'un respect authentique, tu vas faire des progrès significatifs dans les conversations que tu vas avoir pour aboutir à un accord. C'est pas J'ai eu des que. conversations très dures avec mon propriétaire dans le plus grand respect, euh, et il a fait beaucoup de choses auxquelles je ne me serais pas attendu. Je Hmm. pense uniquement à cause ou grâce, je dirais à cause, relation de cause à effet, du respect que je lui ai toujours exprimé. Hmm. Je j'ai pas ton expérience à l'international, mais quand la question m'est posée, en tout cas moi sur les négos que je fais, j'ai toujours dit que le plus petit dénominateur commun c'était l'humilité et le respect. Donc tu vois, et quand tu retrouves respect humilité dans la posture basse et respect de manière générale, que tu retrouves dans la définition. Écoute, passionnant. Le temps passe vite et je sais que tu as une contrainte derrière. Dernière question que j'ai l'habitude de poser à tous mes invités, donc tu vas pas y déroger. Ça sera pas négociable, donc il n'y aura pas de non. C'est une conversation. Non, Non, si, si. Si le Nicolas d'aujourd'hui devait rencontrer le Nicolas d'il y a 20 ou 30 ans, quel est le conseil que tu lui donnerais à ce Nicolas d'il y a 20 ou 30 ans? j'ai encore parlé anglais. Mais fais donc. Du moment que tu traduis. Be yourself, everyone else is already taken. Ouais, Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. très clair. Si les gens veulent te retrouver, on te retrouve sur tes moyens de communication favoris, c'est sur LinkedIn, c'est quoi? LinkedIn, avec plaisir. Je voudrais être tout à fait complet en reparlant de mes amis d'Halifax. Ouais, J'ai énormément de plaisir à travailler avec eux et j'ai énormément appris à leur contact. super, top. Voilà, je tenais à le dire. Eh ben écoute, merci pour eux et merci à toi pour le partage. C'est toujours aussi passionnant, Nicolas. Merci Julien. Enfin, on l'a fait. On l'a fait.
Exactement. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast pour parler, premier podcast de la négociation en France. Si vous aimez, vous savez comment ça fonctionne, vous likez, vous vous abonnez. Toutes les 2 semaines, on reçoit un expert sur le thème de la négociation. Alors je vous dis à très vite dans Pour parler. Merci.